Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il y a un an de cela, nous avons pris le challenge en créant la chaîne Libre et Riche, non seulement d'aider le maximum de personnes dans l'apprentissage de la gestion des finances, mais aussi de transmettre le plus d'informations possible en veillant à lutter contre les préjugés ainsi qu'aux croyances erronées autour de l'argent. C'est pourquoi, pour rester fidèles à nos principes, nous avons voulu rétablir la vérité au sujet de la supposée dangerosité des ETF. En effet, nombreux néophytes nous ont demandé de les informer et de les éclairer sur cet instrument financier et sur la survenance ou pas de bulles pouvant découler des ETF. Tu l'auras compris, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est donc de t'apporter les éléments de preuve ainsi que des explications concrètes confirmant que les ETF sont non seulement le meilleur instrument d'investissement pour l'investisseur intelligent, mais aussi et surtout qu'il n'est pas plus risqué que n'importe quel autre type de placement. Nous allons donc tout au long de cette vidéo tenter de dissiper les doutes autour des ETF afin de ne plus tomber dans le piège des idées reçues. Convaincu que celle-ci va combler tes espérances et attentes, nous te proposons de donner un like et partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de profiter de cette clarification, donc c'est parti. Il y a quelques mois de cela, l'un d'entre vous a commenté une vidéo sur la chaîne Libre et Riche en y déposant le lien d'une chaîne YouTube appelée Grand Angle dans laquelle le spécialiste donnait son avis négatif concernant les ETF. Selon lui, ils étaient supposés dangereux et n'étaient pas un instrument d'investissement adapté. Nous avions trouvé cette vidéo d'autant plus pertinente qu'elle était fortement représentative des inquiétudes populaires relatives aux ETF. Nous allons donc répondre de manière constructive en reprenant point par point ces appréhensions mises en évidence dans la dite vidéo divergente. Mais avant de commencer, nous allons tenter de t'initier au mécanisme et au mode de réplication des indices par les ETF et t'aider à ne plus les redouter. Pour ce faire, il est important que tu comprennes concrètement comment ils fonctionnent. Aussi, nous allons étudier de façon la plus exhaustive possible les rouages de ces fonds indiciels. C'est pourquoi nous te recommandons pour enrichir tes connaissances de visualiser nos deux premières vidéos sur ce thème que nous avions diffusées il y a quelques mois et que tu peux retrouver en cliquant en haut à droite de l'écran. Petit rappel, si tu te souviens bien, nous avions expliqué qu'il existait deux types de réplication, somme toute assez similaires dans leur fonctionnement. Je m'explique. Dans le premier cas, l'exposition à l'indicateur de référence est obtenue via l'achat de titres composant l'indice, on va parler alors de réplication physique ou directe, alors que dans le second cas, cette exposition est obtenue via des instruments financiers, notamment des swaps de performance, on va alors parler de réplication synthétique ou indirecte. Cela semble un peu compliqué, pourtant c'est relativement simple à comprendre et nous allons t'aider à y voir plus clair. Prenons les deux cas de figure suivants. Premièrement, les ETF physiques. Dans ce cas de figure, le fonds s'occupe d'acheter tous les titres qui composent l'indice répliqué, y compris ceux présents dans de faibles proportions. En fait, le propre de l'ETF est qu'il va créer et détruire des parts qui sont en circulation en tenant compte des flux d'argent entrant ou sortant des investisseurs dans l'optique d'ajuster le prix de ces parts et que celles-ci s'échangent à un prix qui corresponde au prix du marché. Ce procédé de création-destruction des parts est appliqué une fois par jour grâce à des participations autorisées ou AP signifiant Authorized Participant. Schématiquement, comme tu peux le voir à l'écran, l'AP va acheter les 40 titres du CAC 40 en bourse dans les mêmes proportions que l'indice. Donc si LVMH par exemple pèse 15%, Renault 5% et Total 7%, l'AP va acheter ses actions et constituer un portefeuille dans les mêmes proportions et ce, en respectant ce pourcentage. Il va ensuite les donner à l'ETF qui va les lui échanger contre des parts de cet ETF et l'AP va finalement les vendre aux investisseurs. Ensuite, si de nombreux investisseurs veulent acheter cet ETF, l'AP va de nouveau acheter des actions composant l'indice et répéter le procédé afin que le prix des parts de l'ETF reste en adéquation avec la valeur des titres composant l'indice à répliquer. Ce procédé est ce que l'on appelle la création unite. Petit aparté, vous êtes nombreux à nous demander pourquoi ne pas acheter soi-même les 40 valeurs de l'indice au lieu d'acheter un ETF. Nous te laissons un lien dans la description de cette vidéo qui te redirigera vers la réponse. A l'inverse, si l'AP souhaite détruire ou supprimer des parts d'ETF à cause d'un nombre d'investisseurs à la baisse et donc une sortie de flux d'argent, il devra réunir un certain nombre de parts qu'il échangera ensuite auprès de la société de gestion de l'ETF contre les titres faisant partie de l'indice pour finalement les revendre en bourse. Cette pratique inverse porte le nom de processus de redemption basket. C'est entre autres à cause de ces pratiques que certains experts entre guillemets critiquent à tort les ETF qui selon eux auraient un prétendu retentissement sur les marchés boursiers. Aussi, dans la seconde partie de la vidéo, nous allons te démontrer leur erreur et surtout réparer cette injustice. En effet, il est important de différencier le marché primaire du marché secondaire. En effet, l'AP lui intervient sur le marché primaire en achetant les titres en bourse. Par contre, une fois qu'il vend les parts d'ETF aux investisseurs, ces derniers se retrouvent alors sur le marché secondaire. En réalité, cette procédure s'applique de la même façon aux fonds classiques, à la seule différence, comme l'indique d'ailleurs l'appellation ETF, signifiant Exchange Traded Fund, traduit fonds coté en bourse. Tu l'auras compris, les parts d'ETF peuvent s'échanger à tout moment en bourse à un prix défini par l'offre et la demande à l'instant T, au même titre que des actions, tandis que les parts de fonds classiques, quant à eux, ne s'échangent pas en bourse, d'où la difficulté de connaître leur prix.
Deuxièmement, les ETF synthétiques. En réalité, le fonctionnement des ETF synthétiques se rapproche de celui des ETF physiques, puisque en effet, les premiers ne sont pas plus risqués et peuvent même s'avérer plus avantageux que les ETF physiques, comme nous t'expliquerons dans quelques instants. Pour faire simple, le mécanisme mis en place par les ETF synthétiques est exactement le même que celui des ETF physiques, à la différence que les actifs achetés par l'AP ne sont pas ceux de l'indice à répliquer. Donc ici, l'AP va premièrement acheter des actions en bourse et répéter le même procédé que décrit précédemment concernant la réplication physique, et une fois cela finalisé, l'ETF va ensuite passer un contrat d'échange de performance appelé swap avec une institution financière qui elle est détentrice d'actions de l'indice que l'ETF souhaite répliquer. Autrement dit, l'ETF concédera la rentabilité de son portefeuille à l'institution financière qui lui rétrocédera alors la rentabilité du SP500 par exemple. Comme tu peux d'ores et déjà le constater, à aucun moment le portefeuille de l'ETF synthétique est vide malgré les critiques qui ont pu être faites à ce sujet et l'appellation équivoque de ce mot qui peut laisser présager quelque chose de vide, de faux, de synthétique au sens propre du terme est totalement fallacieux. Mais évidemment, nous allons y revenir dans quelques instants. Comme nous te l'avons indiqué précédemment, nous tenons à répondre point par point aux propos tenus par la chaîne Grand Angle au sujet des supposés risques encourus en achetant des ETF. Attention, malgré les divergences concernant les ETF, il s'agit malgré tout d'une chaîne très intéressante, notamment lorsque l'émérite Charles Gave, qui est un économiste que nous affectionnons particulièrement, intervient dans ses vidéos. Ce thème étant quelque peu technique, nous allons tâcher d'être le plus explicite possible, sans toutefois entrer dans trop de détails, mais prouver en toute honnêteté et pertinence que n'importe qui, s'il a bien étudié le sujet, est capable de comprendre que les ETF ne représentent à aucun moment des risques supérieurs à ceux encourus par des fonds classiques. Voici donc les 7 mythes qui tournent autour des ETF. Le premier point sur lequel nous tenons à mettre l'accent est celui d'un discours qui est régulièrement tenu par ceux qui vantent la gestion active, notamment lorsqu'ils sont à court d'arguments, et qui est que le but de l'investissement serait de trouver de belles actions, de belles entreprises, de trouver la valeur intrinsèque d'une action ou encore de raconter une histoire. Pour t'aider à comprendre, il faut garder en mémoire qu'en bourse, une action a un prix et une valeur. Cela signifie que le prix est déterminé par l'offre et la demande, et tu en conviendras, sur ce point, le prix s'ajuste et rien ni personne ne peut réellement le remettre en question. En revanche, la valeur est déterminée de diverses manières, à tel point qu'aucun investisseur ne parvient au même résultat, car grandement soumis à l'interprétation et appréciation subjective. Aussi, il est aisé d'admettre la stupidité d'avancer qu'acheter un ETF ne permet pas de se focaliser sur la valeur intrinsèque, dans la mesure où la valeur d'un objet ou d'un actif est subjectif et déterminée par les croyances que tu peux avoir sur les possibilités d'évolution d'une entreprise basées sur ses résultats passés. Ensuite, le deuxième mythe concerne le fait qu'en achetant des ETF, l'on se contenterait de faire comme tout le monde et que la part des ETF sur les marchés est énorme. Bien évidemment, cette allégation est plus que contestable puisque la preuve en est que la part du marché des ETF sur l'ensemble du marché de la gestion d'actifs est résiduelle, de l'ordre de 8% comme tu peux le voir à l'écran. Même s'il est vrai que l'appétence des investisseurs vis-à-vis des ETF est croissante et de plus en plus de flux se redirigent vers ces instruments, le marché des ETF reste minoritaire. Pour conforter nos affirmations, et comme tu peux le constater sur les graphiques à l'écran, de plus en plus d'investisseurs abandonnent la gestion active pour adopter la gestion passive. Effectivement, de 2010 à 2019, les ETF actions ont collecté 1,8 billion de dollars de flux entrants correspondant à une hausse, tandis que les fonds d'investissement actifs ont enregistré une décollecte correspondant à une baisse de fonds gérés de l'ordre de 1,7 billion de dollars. La troisième erreur concerne le fait qu'en investissant dans les ETF, les gestionnaires se déresponsabilisent, puisque ces derniers ne sont pas responsables des mauvaises performances d'un indice. Je m'explique. Dans le cas d'un fonds actif, le gestionnaire va chercher à battre un indice de référence que l'on appelle benchmark. Supposons que celui-ci souhaite battre le CAC 40. Si en 2020, le CAC a chuté de 10% et le fonds qui cherche à le battre obtient une rentabilité de 2%, eh bien le gestionnaire l'aura battu. Mais si en revanche, ce dernier obtient une moins bonne rentabilité, par exemple moins 15%, il devra se justifier et expliquer ses mauvais résultats. Dans le cas d'un ETF en revanche, si l'indice chute de 10%, l'ETF chute également de 10% sans pour autant incriminer le gestionnaire. Bien que dans l'absolu cet argument est fondé, il n'est pas moins inutile puisque l'investisseur ingénieux et malin n'investit aucunement sur quelques mois, mais plutôt sur des années, car il est conscient que le marché fluctue à la hausse comme à la baisse sur le court et moyen terme. Ainsi, investir à long terme garantit d'excellentes rentabilités et rien n'est plus rentable que l'investissement boursier sur le long terme. Or, si tu regardes les données suivantes, tu peux constater que sur 10 ans, plus de 98% des fonds cherchant à battre leur indice de référence, ici le SP500, n'ont pas réussi leur pari. L'on est donc bien loin de la gestion à papa qui a fait ses preuves, comme l'auteur de la vidéo a pu l'affirmer. Effectivement, selon lui, avec les ETF, on ne réfléchit plus. Pourtant, réfléchir n'est pas synonyme de bonne décision.
décision, comme tu peux le voir, sachant qu'en plus sur les marchés, les émotions viennent souvent impacter la prise de décision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la finance comportementale a vu le jour et démontre que cet excès de confiance sur la possibilité de battre les marchés de la gestion active apporte plus de négatifs que de positifs. L'on voit donc que l'argument sur la responsabilité n'a pas de sens, car dans un tel cas de figure, cela laisse sous-entendre que les gestionnaires d'actifs passeraient leur vie entière à trouver des excuses. Évidemment, cette application nous importe peu, puisque ce qui nous intéresse avant tout, c'est la rentabilité, et que le seul moyen d'obtenir la meilleure rentabilité demeure les ETF. Le quatrième mythe est certainement l'un des plus gros qu'il soit. Selon toujours la même vidéo, lorsqu'un investisseur fait l'acquisition ou la vente de parts d'ETF, cela aurait pour conséquence d'impacter les marchés. Plus particulièrement, selon la croyance populaire, si tu achètes un ETF sur l'indice CAC 40, ton achat va faire augmenter la demande de ces titres, ce qui va mécaniquement faire augmenter le prix des 40 actions composant l'indice, et donc le CAC 40 va monter, et ainsi de suite, ce qui provoquerait une bulle. Cela est strictement faux, et la raison est toute simple puisque la plupart des transactions se déroulent sur le marché secondaire. En effet, si tu te souviens bien, et si l'on reprend le schéma en début de vidéo, une fois les 40 actions achetées et les parts d'ETF créées, celles-ci sont vendues aux investisseurs comme toi et moi, et elles seront ensuite échangées entre nous sur ce que l'on appelle le marché secondaire. Ainsi, les investisseurs d'ETF qui négocient sur le marché secondaire à aucun moment n'interagissent directement avec les actions du CAC 40 car ce sont uniquement les actions de l'ETF qui sont négociées et changent de main. En moyenne, 89% de l'activité quotidienne totale des ETF se déroule sur le marché secondaire et la preuve en est sur le schéma que tu peux voir ici à l'écran. En revanche, lors de la gestion active, comme promu par l'auteur de la vidéo, les gestionnaires traitent effectivement avec les titres du CAC 40 et eux auront donc un impact sur les marchés mais non pas les ETF. Mais alors, que deviennent les 11% restants ? Pourrait-il avoir un impact sur les fluctuations de l'indice ? En fait, ce pourcentage représente la création et destruction de parts, comme expliqué en début de vidéo. L'on pourrait donc se demander si ces agissements sont concomitants à des phases immédiates de baisse du marché, car si cela était le cas, les ETF pourraient être soupçonnés d'être à l'origine, ou du moins de contribuer au mouvement sur les prix. Eh bien l'AMF, le gendarme de la bourse, est venu confirmer nos propos dans une étude que tu peux retrouver en description de cette vidéo, et est arrivé à la conclusion que ces flux ne permettent pas de suspecter un éventuel impact sur le marché sous-jacent, et que les ETF jouaient finalement plutôt un rôle d'amortisseur que d'amplificateur des grands mouvements. Ainsi, comme tu peux le voir sur ce graphique, lorsque la courbe bleue monte, cela signifie qu'il y a eu création de parts d'ETF et donc achat d'actions du CAC 40 et inversement si la courbe chute. La courbe rouge quant à elle reflète la variation de l'indice CAC 40 entre 17h et 17h35 car seule durant cette période la société va pouvoir exécuter les ordres d'achat et de vente. Sur ce graphique, l'on voit que les rachats et souscriptions les plus importants, représentés par les cercles bleus, ne s'accompagnent généralement pas de variation sur l'indice et seul un unique cas de souscription identifié est associé à une hausse concomitante de l'indice de 0,42%. Et réciproquement, les variations les plus importantes de l'indice, représentées par les cercles rouges, ne s'accompagnent pas de flux importants dans le même sens. Sur ce deuxième graphique, l'on voit que les flux les plus notables, représentés par les cercles bleus, produisent même l'effet inverse, puisque les rachats les plus importants s'observent à la suite de phases haussières du marché. De même, les souscriptions les plus significatives ont lieu après une série plus ou moins longue de séances baissières. Cela démontre bien qu'il est une ineptie, quoi qu'en dise l'auteur de la vidéo, que les ETF parasiteraient le travail des gestionnaires actifs. Évidemment, toutes les données que nous te présentons dans cette vidéo sont disponibles en description. Ce quatrième mythe clarifié nous permet d'introduire la cinquième croyance qui consiste à penser à tort que les ETF provoqueraient des bulles et pourraient supposer un risque systémique, fragilisant ainsi le système puisqu'apparemment l'on ne connaît pas l'impact de l'arrivée massive des ETF. Pourtant, bien que les ETF aient déjà passé avec succès de nombreux tests, y compris le crack technologique du début des années 2000, la crise financière des subprimes en 2008, cette fabulation persiste et certains ne cessent de répéter bêtement que l'on ne sait pas quels effets ces instruments pourraient avoir en cas de crise. Eh bien laisse-nous te dire que la crise du coronavirus va peut-être enfin mettre fin à de nombreux mythes constamment répétés. En effet, après avoir atteint un record historique le 19 février 2020, touchant les 3393 points, le SP500 a perdu plus de 35% entre cette date et le 23 mars de la même année, touchant le fond à 2192 points. Certains diront que si les marchés ont autant chuté, c'est justement à cause des ETF. Eh bien détrompe-toi, car cela est totalement faux et pour cause, car si l'on regarde les flux, c'est-à-dire les investissements entrants ou sortants suite à l'achat ou vente de titres, qu'ils proviennent de fonds actifs ou encore d'ETF, force est de constater que c'est bien et bien la gestion active qui accuse les plus fortes sorties d'argent durant la chute des marchés financiers du mois de mars, avec 40 milliards de décollecte pour les fonds de gestion active actions contre seulement 13 milliards d'euros pour les ETF. C'est encore plus flagrant sur le segment obligataire, avec une décollecte de plus de 115 milliards d'euros pour les fonds de gestion active obligataire contre seulement 12 milliards d'euros de sorties sur les ETF équivalents. Regardons ce qu'il en est du côté des États-Unis, dont l'indice Russell 3000 qui suit les 3000 plus grandes sociétés américaines et qui représente environ 98% du marché boursier américain. Et bien le constat
constat est le même, puisque en effet, non seulement la grande majorité des échanges d'ETF se sont réalisés entre les investisseurs, échangeant leurs actions entre eux sur le marché secondaire, ce qui n'a aucun impact sur les titres de l'indice, mais en plus que l'activité réalisée par les AP, supposée avoir un impact négatif sur les titres de l'indice en question, ne représentait en moyenne que 3,6% du volume total des actions du marché américain, comme tu peux le voir sur ce graphique à l'écran. Autant dire que c'est dérisoire. De plus, un argument fantaisiste insinue que les ETF seraient gérés par les machines et autres algorithmes et que dans l'éventualité de chute des marchés, ces dernières se mettraient à vendre seules de leur propre initiative. Bien évidemment, cette théorie est totalement fausse, car si l'investisseur ne vend pas, il n'y a pas d'amplification à la baisse, et pour qu'il y ait vente automatique, il faudrait placer ce que l'on appelle des stop-loss. Or, la gestion passive n'utilise pas de stop-loss, tout simplement puisqu'elle ne cherche pas à couper les pertes, mais tout bonnement reproduire les fluctuations du marché. Encore une fois, la majorité des transactions ne se déroulent pas sur les titres de l'indice, mais sur le marché secondaire. De plus, les quelques transactions s'effectuant avec les titres des indices sont résiduelles. Par ailleurs, l'auteur de la vidéo affirme que lorsqu'il y a une grosse chute sur le marché, la pratique est de débrancher les machines, suspendre la cotation pour revenir au calme et que dans une telle situation, il est impossible de savoir ce qui pourrait se passer avec les ETF. Encore une fois, il s'agit d'une pure fiction. Il ne semble pas avoir compris que la majorité des échanges s'effectuent sur le marché secondaire et de ce fait, même lorsque les titres d'un indice sont suspendus, l'ETF peut continuer à fonctionner normalement. D'ailleurs, c'est ce qu'il s'est produit lors du récent crack, durant lequel les valeurs du CAC 40 ont été suspendues de cotation, alors que parfois les ETF suivant l'indice n'ont pas toujours été suspendus. De plus, avantage supplémentaire de l'ETF afin d'assurer cette cotation dans de bonnes conditions et qu'il désigne en général 4 market makers, aussi connus comme animateurs de marché, qui tiennent le rôle de contrepartie et acheteurs de titres si tu veux vendre ou vendeur de titres si tu souhaites acheter. Le sixième mythe concerne le risque de liquidité, rappelant qu'elle se définit comme la facilité à revendre un actif rapidement et sans trop affecter son prix. À ce sujet, si tu souhaites en savoir davantage, tu peux retrouver les explications détaillées en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran qui te redirigera sur la vidéo. Donc concernant le supposé risque lié à la liquidité des ETF, n'oublions pas qu'ils ont très bien résisté dans un contexte de marché extraordinairement difficile et ils ont pu coter généralement sans problème et ont permis à ceux qui le souhaitaient de sortir sans perte en bénéficiant d'un encadrement des prix organisé par la bourse afin de les protéger. Toutefois, d'après l'auteur de la vidéo, les ETF utiliseraient des produits dérivés soit pour augmenter l'effet de levier, soit pour coller à des indices peu liquides. Évidemment, cela est une généralité qui n'est pas nécessairement vraie. En effet, l'indice peut être très liquide, comme par exemple le SP500, et l'on peut utiliser des ETF synthétiques comme le fait l'Ixor afin de saisir l'opportunité d'investir sur les marchés américains à moindre coût et placer nos ETF sur un PEA. Par ailleurs, l'auteur de la vidéo commet une grossière erreur en mélangeant deux types de liquidités, celle des titres composant l'indice et celle des parts de l'ETF. La liquidité de l'indice en soi est moins significative dans la mesure où la plupart de l'activité se déroule encore une fois sur le marché secondaire. En ce sens, pour extrapoler, l'on pourrait très bien imaginer un indice dont la cotation des titres est suspendue, mais l'ETF continue de s'échanger, puisqu'encore une fois, les transactions entre investisseurs se réalisent sur le marché secondaire sans jamais avoir de contact avec les titres de l'indice à répliquer. Quant à la liquidité de l'ETF, elle se détermine entre autres en fonction de l'encours sous gestion et de la présence de market makers. Plus l'encours de l'ETF est élevé, plus celui-ci est liquide. Mais cela est valable pour un ETF comme pour un fonds classique. De plus, dans un fonds classique, les parts ne cotent pas en bourse. Le problème de liquidité n'est effectif qu'à partir du moment où tu souhaites revendre tes participations et qu'aucun autre investisseur n'est présent pour te les acheter. Comme tu peux le voir, les problèmes de liquidité peuvent exister pour tous les actifs existants et ce n'est pas un risque inhérent aux ETF comme ils laisseraient le croire. La dernière fabulation traite des produits dérivés comme synonyme de prise de risque. Il est question ici des hypothétiques risques des produits dérivés, notamment concernant les ETF synthétiques. Il s'agit là encore d'une croyance populaire très répandue et assez récurrente chez les détracteurs des ETF. Pourtant, cette dernière est totalement fausse. Cette méprise provient du fait que les ETF synthétiques font usage de produits dérivés appelés swap et que si l'institution qui endosse le rôle de contrepartie fait faillite, eh bien l'ETF ferait faillite sous l'effet domino. Encore une fois, cela est totalement faux, car non seulement les deux institutions ont des personnalités juridiques distinctes, mais en plus et surtout, l'ETF, bien que synthétique, investit lui-même dans des titres. Autrement dit, lui aussi possède un portefeuille générateur de rentabilité qu'il va justement échanger contre la performance de la contrepartie. Même s'il est vrai que le mot synthétique peut prêter à confusion comme une absence de valeur concrète, il ne s'agit en aucun cas d'un ETF vide, mais totalement l'inverse. Par exemple, un ETF synthétique qui souhaite obtenir la rentabilité du SP500 pourrait tout aussi bien acheter des titres du CAC 40 et échanger par la suite la rentabilité du CAC 40 contre celle du SP500 à un autre fonds qui possède lui-même les titres de l'indice américain. Mais alors,
que se passerait-il si le fonds répliquant le SP500 venait à faire faillite et dans l'impossibilité de reverser sa rentabilité à notre ETF? Eh bien c'est tout simple. L'ETF obtiendrait la rentabilité du CAC 40 plutôt que celle du SP500. Alors certes, c'est embêtant car ce n'était pas celle que tu souhaitais obtenir, mais tu obtiens toujours de la rentabilité et bien loin de te retrouver à zéro. Par ailleurs, ce risque est limité puisque conformément aux directives européennes relatives aux OPCVM, l'exposition d'un fonds aux contreparties ne peut pas dépasser un total de 10% de la valeur liquidative du fonds. Encore une fois, nous te laissons toutes les réglementations et autres documents en description de cette vidéo. En fait, l'auteur de la dite vidéo controversée se focalise beaucoup sur les ETF synthétiques à tort alors qu'ils ne sont pas plus risqués que d'autres véhicules d'investissement. En effet, il ne faut pas oublier que de nombreux fonds classiques ont généralement recours au prêt-emprunt de titres, moyen qui leur permet d'améliorer la performance du fonds, mais expose également les investisseurs à un risque de contrepartie à cause justement du fait que les titres prêtés ne sont alors plus détenus physiquement par le fonds. Ainsi, si la contrepartie fait faillite, les investisseurs risqueraient dans le pire des cas de ne plus les retrouver ou difficilement. Pour conclure, nous tenons à mettre en garde nos abonnés sur les propos tenus par l'auteur de la vidéo qui affirme que la vie, c'est prendre des risques et qu'il faut prendre ses responsabilités et faire de la gestion active. Notre réponse est celle-ci. Effectivement, le futur reste incertain. C'est un fait et la vie est remplie de risques. Toutefois, prendre des risques irréfléchis et inconsidérés, c'est agir bêtement. Tout l'intérêt réside dans l'optimisation des rendements en prenant le moins de risques possible. Telle est notre façon de voir, telle est notre manière de penser. Si nous avons le choix entre deux solutions afin d'obtenir la même rentabilité, mais l'une est plus risquée que l'autre, autant choisir celle qui est le moins risquée à moins d'être complètement stupide. Donc nous conclurons avec la voie de la sagesse qui consiste à préférer les ETF avec lesquels on s'expose au risque de marché qui représente la meilleure optimisation rendement-risque d'après la théorie moderne du portefeuille. Ainsi, non seulement l'on assumera le plus petit risque possible, mais en plus l'on obtiendra la meilleure rentabilité qu'il soit. Finalement, cela signifie-t-il que tous les ETF sont parfaits, qu'aucun risque n'existe avec ce type d'instrument? Non, pas du tout. Les ETF sont en quelque sorte une enveloppe de la même manière qu'un fonds traditionnel. Pour autant, l'enveloppe en soi n'est pas plus dangereuse qu'une autre, c'est donc ce qui est à l'intérieur qui doit être analysé. Mais de là à attaquer l'enveloppe, c'est-à-dire ici les ETF, est totalement ridicule. Tous les ETF ne sont pas géniaux et tous les gestionnaires actifs ne sont pas mauvais. Pour autant, l'investisseur intelligent qui souhaite obtenir une bonne rentabilité sur le long terme en bénéficiant de l'intérêt composé, en payant peu de frais, tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse, investira inévitablement dans des ETF répliquant des gros indices diversifiés, capitalisant et pour bien faire dans un PEA. Il sera également nécessaire de choisir les ETF d'un fournisseur transparent, te permettant de prendre une décision réfléchie, tout comme nous te l'expliquons dans une vidéo déjà diffusée et que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Tu pourras ensuite analyser un tracker en faisant usage de la page du fournisseur roi d'ETF en Europe, qui est Lyxor, et t'entraîner de façon ludique. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo au format quelque peu spécial t'a plu. Comme tu as pu le constater, il s'agit d'une vidéo assez technique et des doutes peuvent persister. Aussi, n'hésite pas à nous poser des questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Sache que c'est un réel bonheur de te proposer toutes les semaines de nouveaux sujets et vidéos dans lesquels nous mettons toute notre énergie pour te servir et t'aider dans ta quête de réussite. Aussi, si tu as des propositions de thèmes à faire ou souhaites que l'on réponde à d'autres mythes, vidéos, avoir notre avis, n'hésite pas à nous en faire part car c'est avec joie et considération que nous te répondrons.